Bonjour à toi. Moi encore là, parler comme ça à toi et puis aujourd'hui, nature et conditions humaines. Alors ça peut-être intéresser toi, ça passionne moi, mais pas passionné au sens originel du terme, qui vient très rapidement du mot pâtir, du verbe pâtir, qui signifie tout simplement le fait de souffrir de quelque chose. En fait, la passion, c'est le fait de tellement être impliqué dans une activité qu'on en souffre. Or, je ne souffre pas de comment dire, je ne souffre pas, oui, bon, on va dire de cette passion-là, pour reprendre le sens où il est entendu aujourd'hui. Donc, de la même manière que la vidéo sur le déterminisme social et génétique, eh bien, c'était surtout focalisé sur le déterminisme social, parce qu'il y a plus de contenu à dévoiler. Cette vidéo, eh bien, il y aura plus de contenu sur la condition plutôt que la nature humaine, que je ne prétends en aucun cas comprendre, qui est d'une complexité sans nom. Ce que je pourrais dire, c'est que par nature, l'être humain fait partie de la nature, de ce tout qui l'entoure, et dont il n'est au final, l'humain, qu'une part de ce tout, probablement des fois plus complexe qu'il ne peut l'être. Et il y a chez l'humain, comme chez beaucoup d'animaux, même si l'humain, quand on prend le temps de l'observer, il ne faut pas avoir fait tellement d'observations pour ça, mais c'est l'animal qui prend le plus de temps quasiment à se développer pour atteindre un âge de certaine autonomie, comparé à un jeune ours qui serait lâché dans la nature par sa mère à l'âge d'1 an, comme beaucoup d'autres animaux. Donc l'être humain, pour lui, ça prend plus de temps à atteindre sa pleine capacité, si on veut. Il a besoin d'être entouré, et ce besoin persiste tout au long de la vie. L'être humain est un animal social, grégaire, et il a besoin d'avoir des congénères autour de lui qui partagent son temps sur Terre, sa condition sur laquelle je vais venir un petit peu plus tard. Donc, ce que je pourrais rajouter dans la nature humaine, c'est que celle-ci a comme un besoin de répondre à quelque chose de plus grand qu'elle, qui la dépasse, qui soit justement supérieur à sa condition, pour venir la transcender. Cela peut passer par la spiritualité, par la religion, par le néolibéralisme aujourd'hui, pour une poignée d'entre nous. Il y a cette quête de sens qui au final nous suit peut-être un petit peu tout au long de notre vie. Je suis encore
assez jeune, inexpérimenté, puis je ne suis pas au fait de tout. Je parle selon ce que j'ai pu observer, vivre, entendre, bref. Vous me comprenez. Donc, ouais, la nature humaine, hein, comme la nature de toute la vie, est vraiment extrêmement complexe. Certaines théories auxquelles je n'ai pas encore jeté mon dévolu vraiment avance le fait que l'être humain pourrait être issu d'une certaine expérience à un moment donné qui se serait passée peut-être avec... ça fait beaucoup d'hypothèses et puis pas grand-chose qu'on peut vraiment confirmer. Si l'on en retourne aux prémices, je vous le disais dans la vidéo précédente, on a une part infime de gènes néandertaliens en nous pour les populations de souche européenne et asiatique, contrairement aux souches africaines qui, elles, sont entièrement Homo sapiens. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et puis que quand notre espèce, certains groupes se mirent à explorer davantage le globe, parce que la principale limite de notre espèce, hein, selon moi, c'est son imagination. Il n'est pas du genre à se fourvoyer, à laisser tomber. On peut dire que sa volonté fait d'elle une espèce qui persévère. Donc, quand elle s'est mise à explorer le globe, l'Australie et puis le continent océanique qui aurait été découvert il y a environ 45 000 ans, et puis d'autres populations de souche plutôt asiatique qui auraient traversé le détroit de Bering il y a environ 30 000 ans. Les premiers ossements d'humanoïdes ayant été retrouvés en Amérique il y a 27 000 ans. Et puis étant donné que le détroit de Bering se situe au nord, par l'endroit le plus court, c'est en effet par là que nos ancêtres sont arrivés. Donc l'être humain est un animal aux capacités cognitives assez remarquables. La première révolution de notre espèce, hein, qui en a connu 5 au cours de son histoire, somme toute assez courte. La première est la révolution cognitive d'il y a environ 70 000 ans. C'est là que le langage apparaît, et puis les mythes. Les mythes qui servent à Homo sapiens à s'organiser de manière complexe en société.
dans ses rapports interpersonnels et sociétaux donc. Rapports qui sont très complexes, encore une fois. La complexité va être synonyme des sujets que j'aborde aujourd'hui. Donc, l'homme et la femme pensent. J'ajouterai à cela que nous sommes des animaux quantiques. Sauf que cela n'est pas propre à la nature humaine et que je développerai cela ultérieurement. Mais ce qui est dans la nature de notre espèce, qui est selon moi fondamentalement bonne, après ça, eh bien, il y a les fameuses inégalités entre membres d'une même espèce ou non. Et puis, cette espèce, la nôtre, qui est selon moi fondamentalement bonne, elle peut parfois être aussi mauvaise, hein, on le voit quand on se penche sur l'histoire. Parce que, encore une fois, comme beaucoup d'animaux, elle va chercher à faire valoir ses intérêts. Elle-même se croyant déconnectée par sa condition et non sa nature de la biosphère, du biome, eh bien il en résulte que nous sommes aujourd'hui dans la mouise, mais qu'il y a beaucoup de positifs à cela, et puis encore une fois ce n'est pas le sujet. Mais nature humaine donc. Pour chercher ce qui est vraiment propre à l'être humain, qui est ni le langage, ni le fait qu'il ou elle utilise des outils, ou je ne sais trop à quoi vous pourriez penser comme ça, à brûle pour point. Mais selon Yuval Noah Harari, un anthropologue, ce qui différencie principalement notre espèce du reste du règne animal, c'est le fait, comme je le disais un petit peu plus tôt, qu'elle va coopérer, elle va instaurer des mythes qui lui permettent, en société d'environ 200 individus et au-delà, c'est là que les mythes peuvent devenir nécessaires pour avoir des croyances communes sur lesquelles s'appuyer. Alors l'être humain, c'est principalement par ce fait qu'il se différencierait des autres animaux, car l'être humain est aussi un animal, évidemment, appartenant à son espèce, à ce tout, à Gaïa. Et puis ces mythes-là comprennent le langage, la culture dans son ensemble,
que d'autres animaux éventuellement, en tout cas du moins pour le langage, en utilisent une forme aussi. Sauf que si l'on part du principe, je veux dire, la fourmi, qui n'émet pas de son particulier à ma connaissance, mais qui est capable de coopérer avec ses semblables, membres d'une même fourmilière. En tout cas, je sais pas pourquoi je me suis embarqué dans le sujet des fourmis, c'est vraiment pas mon sujet de prédilection. Je ne vais pas parler sur un sujet que je ne maîtrise pas comme ça. Mais le langage humain, hein, parce qu'il existe d'autres formes de langage, comme je disais, que c'est un petit peu là que je voulais m'en venir en parlant des fourmis, mais qu'au final, les fourmis, niveau communication, c'est pas ce qu'il y a de plus remarquable. Même si niveau coopération, par contre, là c'est autre chose. Mais sur le plan de la communication, on peut penser aux baleines, aux chiens, aux chats, et d'autres encore. Évidemment, hein, qu'il y a d'autres formes de langage que le langage oral qui est apparu il y a environ 70 000 ans et qui, en tant que tel, ne recoupe qu'une très faible part du langage dans son ensemble, qui peut aussi se traduire par des gestes, par des intonations, par la transpiration, peu importe. Si moi parler comme ça, dois comprendre que pas pareil. Si moi parler comme ça, puis voilà. Donc, l'être humain a une rare complexité. Mais il ne faut pas croire que cette complexité, et puis là, je fais un bond vers la condition humaine, il ne faut pas croire que cette complexité, hein, parce que d'autres êtres humains qui nous ont précédés, durant leurs conditions, ne se pensaient pas forcément au-dessus des autres animaux, contrairement à aujourd'hui, où depuis le XVIIe siècle, hein, surtout, s'est instaurée une forme de croyance, de religion, voulant que l'être humain, bien que cela remontait déjà bien avant, que l'être humain soit le summum de la croissance, de la croissance, de la création, de la croissance. J'ai définitivement trop de choses dans ma tête. Il faut qu'un tri s'opère. Donc l'humain est très complexe, hein. Mais est-il réellement plus complexe que les dauphins, que les ornithorynques, que les abeilles, que l'animal de votre choix? Je ne sais pas.
pense que l'humain en cette ère, pour faire référence à sa condition contemporaine du XXIe siècle, faire un petit peu du pouce sur un livre de Hannah Arendt qui se nomme Conditions de l'homme moderne, qui a été écrit dans les années 50, qui est un livre dont les dires sont, à mon sens, plutôt justes. Donc, pour parler de cette condition qui est contemporaine, je commencerai par dire que nous sommes toujours, quelque animal que nous soyons, entourés d'autres générations. Et cela, eh bien, ça fait en sorte qu'on peut s'appuyer sur les compétences, sur les expériences qu'auront vécues nos prédécesseurs, toujours là ou plus là, qui nous ont peut-être légué des livres, qui nous ont peut-être légué, je ne sais pas trop moi, un documentaire, des conférences ou autre. On bénéficie de cet apport. Comme dit Newton, Isaac, de son beau petit prénom, je n'aurais jamais vu aussi loin si je n'étais pas assis sur les épaules de géants, en faisant référence à Kepler, à d'autres scientifiques avant lui, qui avaient apporté beaucoup au domaine scientifique, et sans lesquels il ne serait jamais parvenu à toutes ces théories, et puis tout ça, qui est pareil pour moi, qui est pareil pour n'importe qui évolue sur cette planète. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Qu'individuellement, pris dans notre singularité, on ne peut réellement prétendre savoir grand-chose. J'en refais du pouce très rapidement sur la nature humaine, qui a besoin, l'humain, d'être entouré. Et donc, là où j'allais en venir, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, peu importe l'âge ou presque que nous avons, hormis pour les plus vieux d'entre nous qui auront connu peut-être l'entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale à un âge très jeune, puis ensuite de cela la Révolution verte, la guerre froide, et toutes sortes d'événements que je ne vais pas citer les uns après les autres. Cela ne fait presque pas de différence dans le sens où le libéralisme ou le capitalisme existait déjà avant que les dites démocraties apparaissent. Fondatrices sur le papier, alors qu'en fait, ne l'ayant le plus vraisemblablement que très peu été, du moins en réalité, selon des études qui montrent que des écrits de l'époque étaient défavorables à la démocratie, provenant évidemment de ces pères fondateurs-là, qui n'étaient
pas des mères. Aujourd'hui, pourtant, on nous dit qu'on vit en démocratie représentative. En somme, on élit un pantin qui sera la solde des multinationales, des grands intérêts de ce monde, qui sont néanmoins en train, sur le papier, de démarrer une transition langagière pour l'instant, très peu d'actes ayant d'ores et déjà été mis de l'avant. Une transition car nous vivons collectivement, et cela fait partie de notre condition, en une ère où la qualité de l'air se dégrade, où la qualité de l'environnement, de la nature se détériore. Ce qui est en soi inédit dans l'histoire humaine ainsi que terrienne, gaïenne, puisque c'est la première fois que surviennent des changements aussi brutaux, rapides et causés par une espèce, c'est pas pour rien qu'on parle d'émissions de sources anthropiques. Et non, on n'est pas sous les tropiques. Donc, en somme, cette condition humaine fait référence avec la nature avec laquelle elle se jouxte, car les deux sont indissociables et ne pourraient exister l'une sans l'autre, la nature sans la condition ou la condition sans la nature, formant donc un tout, une nouvelle fois, que chacune, chacun expérimente à sa manière, et qui peut, individuellement ou collectivement, brusquement changer. J'aime prendre l'exemple d'une personne qui serait née sous le règne d'Otto von Bismarck en Allemagne en 1905, disons, jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale éclate. Ensuite, c'est la République de Weimar, le Troisième Reich, puis la République allemande, avec la construction du mur de Berlin assez vite en 61. L'Allemagne qui deviendra un État un petit peu fantoche, jusqu'à ce que le mur de Berlin s'effondre finalement en 1989. Et cela pour dire, évidemment, que la condition au niveau sociétal peut évoluer très rapidement. Moins rapidement peut-être qu'au niveau individuel. Ma condition aujourd'hui peut être celle d'un homme salarié. J'ai bien dit un homme, nature, salarié, condition, les deux forment un tout. Alors que demain, je serai un homme toujours, ma nature restant la même, bien qu'elle puisse tendre à être modifiée. On le voit en particulier avec le néolibéralisme.
l'être humain, par sa condition, en oublie sa nature, la néglige. Mais donc, au niveau individuel, cette condition-là peut évoluer beaucoup plus vite. Comme je le disais, aujourd'hui, je pourrais être un salarié, demain, je pourrais aussi bien être un chômeur. Cela fait partie de ma condition individuelle, subjective. Il y a aussi ma nature personnelle et la nature de notre espèce. C'est la même chose avec la condition. Qui peut donc évoluer très vite et qui inévitablement va continuer d'évoluer pour le meilleur ou pour le pire, pour le meilleur souhaitons-le. Et donc, euh, je te dis à la prochaine!